je suis Stéphanie Lu, bienvenue sur le premier épisode du podcast Clap de fin. À l'heure du confinement et dans un contexte un peu de fin du monde, les pâtes, les surgelés, les boîtes de conserve sont les aliments que vous avez probablement pris soin de stocker pour limiter les sorties de première nécessité. Pour ma part, j'avais ajouté à la liste les nouilles instantanées. Probablement dû à la fermeture des frontières, ces nouilles ont été victimes également d'un pillage exceptionnel à l'annonce du confinement. Étant d'origine vietnamienne et chinoise, on trouve toujours des paquets de nouilles instantanées chez mes parents. Mì gói ngon lắm, thích mì gói lắm. Mes premiers souvenirs remontent lorsque j'avais 8 ans, mon arrière-grand-mère habitait avec nous. Certains soirs, elle se levait pour grignoter un petit paquet de nouilles instantanées. Je me souviendrai toujours de cette odeur particulière qui remontait jusqu'à ma chambre. Elle cuisinait toujours les mêmes nouilles, les fameuses tom yum saveur crevettes et piment. C'est sûrement pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu mes nouilles préférées. Les nouilles instantanées ont été inventées au Japon par Momofuku Ando. Le Japon, sortant tout juste de la Seconde Guerre mondiale, Ando Momofuku observe dans les rues d'Osaka des Japonais désœuvrés faisant la queue pour une simple ration de nouilles. C'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de développer un plat bon marché, non périssable, savoureux et facile à consommer pour ne plus laisser personne avoir faim. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation, c'est en 1958 que les premières nouilles instantanées sont commercialisées au Japon. Pour ce premier épisode, puisque nous sommes tous confinés, je vais vous parler des nouilles instantanées à travers le film 2LDK, un film japonais en huis clos réalisé par Yukihiko Tsutsumi. 歌った。私の部屋の方が日当たりいいし、眺めもいいじゃないですか。Il s'agit d'un film d'horreur qui met en scène deux femmes, Lana et Nozomi, qui cohabitent ensemble. Les deux personnages sont très opposés, mais s'il y a une chose qui les unit, c'est le fait qu'elles ont auditionné pour le même rôle. En attente du résultat, très vite, ce huis clos devient un enfer. Pour cela, j'ai skypé Sébastien Lecoq, un journaliste spécialisé dans le cinéma qui écrit autant pour le web que pour des magazines et des fanzines. Alors en fait, 2LDK, ça vient des petites annonces. Donc le 2, c'est pour deux chambres. L, c'est pour living room. D, pour dining room. Et K, c'est pour kitchen. Donc c'était les abréviations des petites annonces au Japon. Donc c'est un appartement, deux chambres, un living, une cuisine et une salle à manger, quoi. Donc 2LDK. Est-ce que tu peux nous dire, Sébastien, comment tu es tombé sur ce film ? Je l'avais vu en DVD, parce que en fait, ce film, ça s'appelle le Duel Project. Donc c'était un peu comme le Grindhouse Tarantino et Rodriguez, sauf que c'était avant. Et donc c'était avec Tsutsumi et Kitamura. Kitamura, qui est un réalisateur japonais qui a fait Versus, entre autres. Et donc les deux se sont rencontrés et ont eu cette idée de projet de faire un duel project, en fait. Donc ça va faire deux films qui avaient le même point de départ, c'est-à-dire deux ou trois personnages, une seule pièce, et un des deux doit mourir. Bon, je spoil un peu, bon, de toute façon c'est dans le résumé. Et donc moi j'avais eu connaissance de ce projet par Kitamura, justement, parce que je connaissais moins Tsutsumi. Et puis j'ai acheté les deux DVD d'un coup. Et j'ai regardé, donc j'ai vu deux cas que j'ai vraiment bien aimé, hein, parce que je l'avais vu sans rien savoir sur le film. Donc je l'ai regardé, puis j'ai bien aimé. Donc je l'ai découvert un peu par hasard grâce à Kitamura, quoi, qui réalisait l'autre film qui s'appelle Aragami. Alors tu as mentionné ce projet de Grindhouse. Est-ce que tu veux bien expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit ? Mais en fait, Grindhouse, c'est pareil, c'est Tarantino et Robert Rodriguez qui se sont mis un défi de refaire un film comme on le faisait à l'ancienne dans les drive-in, c'est-à-dire deux films à petit budget qui passaient en double programme, donc avec souvent des vieilles chutes de copies où les images étaient un peu abîmées, tout ça. Donc Tarantino a réalisé
Death Proof et Robert Rodriguez, Planète Terror. Et donc les deux films étaient censés passer dans un seul film, puis après pour l'exploitation, finalement, ils ont scindé le film en deux parties. Donc les deux films sont sortis séparément, mais il existe une version du projet qui est trouvable en Blu-ray, je pense, ou en DVD, où les deux films sont vraiment passés l'un après l'autre, avec au milieu des bandes annonces qui a été réalisées par des réalisateurs connus qui étaient amis de Tarantino, comme Eli Roth et Rob Zombie, par exemple. Donc c'est vraiment un projet qui était censé se vendre comme un seul film divisé en deux, en fait. Et donc Duel des Cars, c'est un peu pareil. C'était deux films qui s'affrontaient en duel, en quelque sorte. Trop bien, ouais. Faudrait que j'aille voir ça. Voilà. En tout cas, si vous ne savez pas quoi faire, et puisqu'on est tous confinés, faites des films. Oui, c'est vrai. Une semaine en plus, si on suit les règles, ça va. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que parmi les critères du projet, il y avait aussi le fait qu'il fallait que ça soit tourné en une semaine. Ouais, bah voilà. C'est parfait. Alors, justement, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a sans cesse un jeu d'opposition entre les deux personnages, donc que ce soit dans leur manière de penser, de s'habiller, mais aussi via la nourriture. Oui, tout à fait. Dans la scène, c'est une scène qui est au début du film où donc c'est deux apprenties actrices qui partagent le même appartement et elles postulent pour le même rôle. Et donc au début du film, il y a une scène de nourriture qui sert à présenter un peu les deux personnages, quoi. Il y a le personnage qui est joué par Eko Koike qui est déjà en train de manger. Et ensuite, il y a l'autre actrice qui arrive et qui se prépare des nouilles. Et donc juste dans la façon de voir ce qu'elle mange et comment elle mange, c'est une façon de poser l'opposition entre les deux personnages dès le début du film, en fait, par le simple fait de manger, quoi. Comme tu as dit, on a l'actrice Eko Koike qui joue le personnage de Nozomi, donc qui est en train de manger un bol de céréales où on ne sait pas trop. En fait. Ouais, c'est une espèce de yaourt, c'est un truc qu'on imagine plus sain que des nouilles instantanées, quoi. Alors justement, donc via cette scène, on voit directement le jeu d'opposition, mais on peut voir aussi qu'il y a un jeu d'opposition même par rapport à elle-même, puisqu'on peut voir par exemple pour Nozomi qui vient de la campagne, donc on pourrait croire que c'est quelqu'un de simple, ou de facile à vivre, alors qu'en fait pas du tout. Le moindre petit chant de Lana ou ses petites habitudes la dérangent beaucoup. Elle est même très maniaque, même avoir une petite psychose de noter en fait dans le frigo tous les produits qui appartiennent soit à Lana ou soit à elle, comme si elle voulait pas partager sa nourriture, alors que Lana a l'air quand même assez cool sur ce point-là. Oui, il y a Nozomi qui est très organisée, elle veut que tout, qui vit selon des règles bien précises. Donc dans le frigo, voilà, elle note chaque aliment est noté de son nom, de nom de Lana. Et puis il y a Lana au contraire qui elle est un peu plus faux-folle, on va dire, plus libre, elle ne suit pas trop les règles. Voilà, si elle a envie de prendre des choses de Nozomi, elle le fait, alors que Nozomi ne le fera jamais de prendre des trucs. Donc voilà, ils sont vraiment opposés sur plein de choses, au niveau caractère, au niveau vêtements, au niveau maquillage, et au niveau nourriture, au niveau de la façon dont leurs chambres sont organisées. Et tout ça se retrouve dès le début du film, quoi. Oui, et donc ce jeu d'opposition par rapport à elle-même continue justement via leur façon de manger, puisque Nozomi qui mange justement son bol de yaourt, de la manière dont elle mange, elle en fait déborder plein partout, surtout quand on sait que la conversation tourne autour d'une photo à moitié nue de Lana, qui n'est pas du tout choquante d'ailleurs, mais qui pour Nozomi est déjà trop. Et donc elle renvoie cette image de pudeur, encore une fois, de quelqu'un de réservé, alors qu'en mangeant ce yaourt qui déborde plein la bouche, qui peut avoir cette symbolique du sperme, et que finalement, au fond d'elle, ça peut être quelqu'un ou tout aussi provocatrice que Lana, quoi. Il y a aussi le fait qu'elles se font face à face et elles mangent. Et alors, Lana fait une réflexion, enfin, parce que dans le film, donc les filles se parlent, mais il y a aussi beaucoup, on entend aussi beaucoup en voix off leur pensée, donc ce qu'elles pensent vraiment, ce qu'elles disent est toujours très différent. Donc souvent, elles se font des réflexions l'une l'autre.
Et donc, à un moment, pendant qu'elles sont en train de manger, il y a Lana qui se fait une réflexion sur le t-shirt de Nozomi. Et instantanément, Nozomi remonte son survêt très haut, comme si elle voulait encore se cacher, comme si elle voulait absolument pas qu'on la voie, malgré tout. Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un peu du mal finalement à cerner son personnage et sa vraie nature. Dans une autre scène, on voit Lana qui grignote des nouilles instantanées, mais cette fois de manière crue. Donc en fait, elle va manger directement dans le sachet. Après, ce qui est surprenant pour nous, c'est le fait qu'on puisse les manger comme ça, en croquant dedans directement, alors que nous, enfin ici, on n'a pas l'habitude de faire ça. Et puis bon, après, le fait qu'elle croque dedans, c'est une façon un peu plus violente de les manger, quoi. Donc avec tout le déroulement du film, c'est une façon pour elle de faire ressortir un côté un peu plus violent en croquant dedans directement comme ça, en les mangeant sans les mélanger à de l'eau, quoi. Donc c'est aussi une façon de relier les deux personnages à ce moment-là, quand elles sont en train de se battre, ben, y a plus de classe, il y a plus de... C'est juste deux filles qui se battent, quoi. Tout le reste passe au second plan. Et donc c'est aussi une façon de lisser les relations entre les deux, où tout le monde est au même pied d'égalité. En mangeant un truc qui est très populaire, on va dire, ben, les deux sont sur le même pied. Il n'y a plus de classe ou plus d'échelle sociale qui compte, quoi. C'est vraiment la bagarre, deux filles et hop, rien d'autre. Alors justement, de quoi exactement sont composées ces nouilles instantanées? On va creuser ça en profondeur avec la chercheuse Gwen Puglia, chercheuse en géographie au Centre national de la recherche scientifique. Ses recherches portent sur la sécurité alimentaire en milieu urbain, en lien avec le développement des métropoles et sur les changements environnementaux en Asie du Sud-Est. Alors, qu'est-ce qui rend ce produit populaire et surtout à l'heure du confinement, en quoi il peut être pratique? Clairement, l'intérêt premier des nouilles instantanées, c'est à la fois la rapidité de préparation et la conservation facile. Et c'est extrêmement facile du coup de les intégrer dans des plats de soupe qui existent dans les cultures gastronomiques en Asie largement, et encore plus facilement que des nouilles fraîches, par exemple, je pense au bun au Vietnam, qu'il faut aller acheter au marché tous les jours, alors que les nouilles instantanées peuvent être conservées largement. Si on regarde un peu la composition de plus près, on voit que c'est quand même pas très joyeux. Assez typiquement, alors je pense que pour le coup, justement, en Asie, en Asie du Sud-Est, encore une fois, j'ai quand même un regard très centré sur l'Asie du Sud-Est, c'est l'une des spécificités, c'est que c'est des produits à base de blé. Alors que c'est une région où globalement on consomme assez peu de blé, parce que le blé ne pousse pas dans la région, donc c'est une région où on consomme assez peu de blé. Et donc c'est l'une des caractéristiques, je pense, assez intéressantes quand on regarde les évolutions nutritionnelles et cette question de la transition alimentaire, c'est que c'est l'un des produits l'un des produits issus du blé qui sont fortement consommés. L'une des autres caractéristiques, c'est que si je ne m'abuse, les bouillons qui vont avec contiennent très souvent du glutamate, ce qui est à la fois extrêmement courant et extrêmement fréquemment consommé en Asie, du Sud-Est et de l'Est, et en même temps qui fait l'objet d'un certain nombre de controverses sur la qualité nutritionnelle et que ça pose, que ça présente. Oui, c'est vrai que niveau qualité nutritionnelle, c'est quand même assez catastrophique quand on voit qu'il y a surtout des conservateurs, des arômes artificiels et du glutamate qui est quand même assez dangereux pour la santé. Le glutamate, c'est une question qui est... alors pour le coup, j'avais un peu cherché à l'époque dans la littérature scientifique sur le glutamate. Bon, l'un des enjeux, c'est qu'en fait, c'est que ça incite à consommer davantage du produit qui en contient. Ce qui veut dire que en fait, ça présente un certain nombre d'intérêts, par exemple sur des personnes dénutries, en particulier par exemple des personnes âgées qui s'alimentent peu. En fait, ça leur permet en fait de consommer plus, de consommer davantage. Donc ça, c'est un peu pour me faire l'avocat du diable et pour dire tout n'est jamais noir et blanc. C'est toujours plus compliqué et
Voilà. Après, les enjeux pour la santé, alors enfin, quand je m'étais renseignée là-dessus, c'était quand même il y a quelques années, donc j'en ai un souvenir un peu lointain, mais c'est que c'est pas si clair que ça d'à quel point c'est un problème pour la santé humaine ou pas. Euh, en revanche, à l'échelle internationale, c'est de plus en plus controversé. Le glutamate reste énormément consommé en Asie, enfin en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est, de manière générale. Ça reste assez controversé à l'échelle internationale. C'est pas, je veux dire, quand on parle du Japon, on parle d'Asie du Sud-Est ou quoi, on n'est pas non plus dans des endroits avec des. On est un endroit où dans des régions où le surpoids et les obésités se développent, mais on n'est pas encore dans des problématiques majeures de ce point de vue-là. C'est que c'est pas si clair que ça d'à quel point c'est un problème pour la santé humaine ou pas. Euh, en revanche, à l'échelle internationale, c'est de plus en plus controversé. Le glutamate reste énormément consommé en Asie, enfin en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est, de manière générale. Et pas non plus dans des endroits avec des. On est un endroit où dans des régions où le surpoids et les obésités se développent, mais on n'est pas encore dans des problématiques majeures de ce point de vue-là. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore dans des situations, de manière générale, de surconsommation alimentaire par rapport aux besoins, quoi. Je me demandais du coup, est-ce que ces pays sont conscients des risques vu leur grande consommation? Les risques pour la santé, quels que soient les produits, dépendent largement de l'usage qu'on fait de ces produits et de la quantité qu'on en consomme. Je pense que de façon assez certaine, ne consommer que des nouilles instantanées pose problème. En revanche, est-ce que la consommation de nouilles instantanées incluses dans des préparations plus élaborées pose des enjeux sérieux pour la santé humaine? J'en suis pas convaincue. Oui, c'est vrai que si on les complète par d'autres aliments, du coup, ça devient quand même beaucoup plus enrichissant, en tout cas niveau nutritionnel. Mais c'est vrai que pour ma part, si j'en mange, je me dis quand même que je vais faire attention et que je vais essayer de ne pas en manger très vite prochainement. Alors que je pense pas que dans ces pays-là, il y a justement ce mécanisme ou ce mode de pensée où si on en a mangé la veille, on va faire attention à ne pas en manger le lendemain ou le soir même, par exemple. J'ai tendance à croire que oui et non. C'est-à-dire que je pense que déjà, il y a une forte distinction selon le type de pratique qui en est faite. Typiquement, effectivement, manger ça comme snack, c'est pas du tout la même chose que de manger ça comme un élément de la préparation d'un repas plus large. C'est pas du tout les mêmes enjeux en termes de quantité consommée et du fait que, par ailleurs, si on intègre ça dans une soupe beaucoup plus large, on aura aussi consommé davantage de légumes, du bouillon, etc., quoi. Donc éventuellement, on met de la viande, etc. avec, donc c'est pas du tout la même chose si c'est simplement un élément constitutif d'un plat plus large ou si c'est le plat en lui-même, quoi. Ce qui est, et au départ, c'est souvent vendu comme étant justement un plat à soi tout seul. Mais c'est pas forcément, et je pense que c'est même loin d'être systématiquement consommé comme un plat à soi tout seul. En revanche, ça c'est vrai encore une fois à une échelle globale, je pense qu'à l'échelle individuelle, les choses peuvent être probablement assez différentes entre les groupes sociaux et notamment, je pense effectivement aux étudiants, aux jeunes adultes, aux personnes embauchées, par exemple aux jeunes adultes qui vont travailler dans les zones industrielles, qui vont travailler, qui se déplacent pour aller travailler sur les chantiers de construction, etc. Donc ça c'est des choses qu'on observe beaucoup en Asie du Sud-Est et en Asie de l'Est. Et eux, ils vont avoir certainement une consommation plus importante sans forcément se dire sans forcément penser à ces questions de santé de long terme, de se dire ah mais non, c'est pas équilibré, c'est pas des repas équilibrés, etc. Il n'y a certainement pas le même rapport ou la même stigmatisation du produit. Oui, c'est vrai, c'est aussi un aliment qui est très salé et très gras, puisque avant d'être déshydraté, les nouilles sont frites. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut aussi les manger de manière crue, comme des chips. Moi, je me souviens, j'adorais manger de cette façon-là quand j'étais petite. Avec mes sœurs, on s'amusait beaucoup à casser les nouilles et ensuite à mettre le sachet aromatisant et d'ajouter le tout. Il y avait vraiment un plaisir
avec tout ce processus et c'était aussi très bon. Et les fonds de paquet, c'est vachement bon, ça croustille en plus. Oui, alors c'est beaucoup plus fréquemment mangé, c'est beaucoup plus fréquemment consommé, réhydraté et donc recuit. Mais effectivement, c'est de temps en temps consommé comme snack croustillant directement à la sortie du sachet, absolument. En particulier par des enfants, donné comme tel à des enfants. Oui, et il y avait même un ami à ma sœur qui adorait manger ces nouilles de cette façon-là. Et il venait souvent sonner chez nous juste pour nous acheter ces nouilles instantanées. Enfin, les acheter, c'était plutôt symbolique. Et d'ailleurs, c'était la période des francs, donc ça devait être un ou 2 francs. Donc en plus, il y a du commerce illégal de... Je pense que ce que ça montre, et ce qui est intéressant encore une fois, c'est qu'à partir d'un même produit, y compris un produit qu'on peut considérer comme justement ultra transformé, y compris un produit agro-industriel ultra transformé, en fait, il y a une réinterprétation de son usage qui est largement dépendante du contexte social et culturel dans lequel on se trouve. Encore une fois, je parlais là donc des nouilles qu'on va faire sauter, c'est que ça rentre dans des préparations, ça a été inclus dans des plats je veux dire, qui sont pour le coup beaucoup plus élaborés et beaucoup plus traditionnels, dans des préparations de soupe beaucoup plus traditionnelles, qui ne sont pas du tout quelque chose justement, qui ne sont pas du tout, qui viennent en plus ensuite des plats frais et qu'on n'associerait pas du tout à ces pratiques de junk food, de produits ultra transformés, etc. Et donc il y a quand même une certaine réinterprétation, ou en tout cas un usage qui peut en être fait, qui est assez radicalement différent de ce qui a été produit initialement, quoi. Et par exemple, dans le film, il va en avoir une qui vient de la campagne et l'autre qui vient de la ville. Et en fait, elles se retrouvent toutes les deux à table. Et on peut voir que la personne qui vient de la ville et qui s'habille qu'avec des marques, enfin bref, qui a l'air plutôt aisée. Et finalement, c'est elle qui va se préparer des nouilles instantanées, alors que l'autre mange un repas basique. Donc en fait, c'est intéressant de voir que les nouilles instantanées, bien qu'elles soient très bon marché, elles sont finalement consommées par tous et que c'est pas juste une question d'argent. C'est ça, c'est pas seulement une question de coût, c'est aussi vraiment une question alors de marqueurs sociaux, c'est-à-dire que les pratiques alimentaires sont quand même fréquemment socialement déterminées. Elles sont pas seulement... Il y a un phénomène économique à l'origine de ça, mais pas exclusivement. C'est pas qu'une question d'accessibilité économique qui se pose. Et c'est aussi une question d'habitude, de pratique, de modèle, et c'est un marqueur social très fort. Pour finir, j'ai demandé à Mitsu, chef et pâtissier japonais et à présent barista au coffee shop Obladi dans le 3e arrondissement de Paris, de nous donner quelques astuces pour rendre nos nouilles instantanées un peu plus originales et saines. J'étais très très étonnant que c'est quand j'étais au supermarché. J'aime beaucoup de regarder les autres chacun de panier, les clients qui dans le panier qui achètent quoi. Il y a une majorité de clients qui achètent des nouilles instantanées. Ça c'était très très étonnant pour moi. C'est assez populaire maintenant dans la France, moi j'ai pensé. Et du coup, quand tu étais au Japon, est-ce que tu en mangeais souvent ou est-ce que tu en mangeais à des moments particuliers? Chez moi, souvent, on a mangé souvent. Par exemple, samedi midi, c'est toutes les familles ont mangé. Le déjeuner était, oui, toutes les familles, on a mangé un nouilles instantanées. C'est pas tous les jours, mais c'est samedi par exemple, c'est ma mère ne bosse pas, mais elle est fatiguée, donc elle ne veut pas préparer. Donc, oui, ok, aujourd'hui c'est une nuit instantanée. Et comme ça, oui, ça arrive souvent. Oui, je la comprends. Moi, c'est plutôt en fin de soirée, quand je rentre chez moi, que je suis fatiguée, que je suis un peu bourrée et que j'ai plus rien dans mon frigo, je vais me faire une petite soupe de nouilles instantanées. Et du coup, tu as dit que depuis que tu habites à Paris, tu as arrêté d'en manger. Depuis longtemps, quand j'avais 20 ans déjà, moi, je n'ai jamais mangé. Parce que j'ai bossé dans un café organique et c'était ça. Donc, aucun utilisé de produits chimiques. Donc je me suis arrêté de manger naturellement, je me suis arrêté. Et toi, par exemple, si tu dois manger des nouilles instantanées, qu'est-ce que tu choisirais comme saveur? Moi, c'est le style coréen. Maintenant, c'est assez tendance, même si au Japon aussi.
ramen. On dit, je pense que Shin ramen. Shin, c'est-à-dire que c'est épicé. Et sinon, c'est Tom Yam Kun. Ah oui, Tom Yum. Tom Yam, oui. Tom Yam Kun, c'est thaïlandais, oui. Le goût thaïlandais aussi, c'est très très tendance au Japon aussi. Oui, c'est exactement ce que mon arrière-grand-mère préparait et c'est devenu mes nouilles préférées, surtout celles au piment et à la crevette. Le goût et l'odeur est trop bon. Le goût citronné, oui. Ouais. Très très bon, oui. Alors dans le film, à un moment, il y a une scène où le personnage mange cru les nouilles instantanées de la marque Baby Star Ramen Snack, que tu connais peut-être. Toi, du coup, est-ce que ça t'arrive ou ça t'arrivait aussi de grignoter ça comme des chips? Oui. Ça existait déjà il y a 30 ans, quand j'étais petit. Par exemple, au Japon, c'est école maternelle. Il y avait beaucoup d'événements, mais comme ici aussi. Ça existe. Le plus intéressant pour moi était ensoku, c'est-à-dire que marcher 1 kilo ou 2 kilos, non, 2 kilos ou 3 kilos, c'est dans la journée. On va par exemple à la montagne ou à la rivière, on y va dans la journée. Ça c'est ensoku on dit, c'est marcher, c'est dans la journée. Il y a des événements, on doit acheter les gâteaux ou snacks 3 euros, maximum 3 euros. Mais là, parce que pour les enfants, ces gâteaux, c'est un peu, si ils achètent beaucoup trop, c'est pas healthy. Donc, les profs sont décidés que c'est maximum 3 euros. Donc, oui, tous les enfants qui a comment on dit ça? Confiserie. Et on passe des gâteaux salés aussi. Donc, Baby Star Ramen, tout le monde. Ouais, voilà. J'aime bien c'est maximum 3 euros par enfant pour préserver leur santé. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien partager avec nous quelques astuces pour rendre ces nouilles instantanées un petit peu plus attractives et surtout plus saines? Oui, je viens de trouver une recette que c'est plus maintenant c'est très tendance au Japon aussi. C'est sauce, c'est à part, c'est ajouté après de nouilles. Mais normalement ces nouilles instantanées c'est avec du soupe. Mais on peut utiliser des nouilles assaisonnées, c'est-à-dire que c'est sans soupe. C'est pas le soupe, c'est sauce à part, on peut utiliser pour assaisonnement. Mais avec ajouter quelque chose. On peut utiliser sauce à part, arranger et assaisonner. Donc sans soupe. Par exemple, nouilles crues, tu peux juste bouillir. Et c'est 3 minutes normalement. Oui, après tu vas égoutter. Laisse ça. Et tu mets directement dans un bol chaud. Hein? Oui. Et à part, tu peux mettre un petit bol, dans le petit bol, la sauce à part, et tu ajoutes 2 fois plus d'huile de sésame. Et mélanger, tu fais de sauce. Avec l'huile de sésame, ouais, c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Mais ça a l'air pas mal, ouais. Et est-ce que tu les mangerais froids pour l'été, par exemple? C'est un peu bizarre, mais c'est tiède, ça va. Je pense par exemple au soba. Tu vois, les nouilles soba, on peut les manger froides par exemple. Voilà. Et du coup, si j'ai envie de manger avec une soupe, qu'est-ce que je peux ajouter? Comment est-ce que je peux la customiser? Au Japon, le plus connu, c'est les œufs à la coque. Mais sinon, c'est légumes saison. Surtout, c'est les légumes verts. C'est quoi? C'est roquette, cresson, tout est bon. Hein. Roquette et épinards, c'est assez connu. Il y a beaucoup. On doit mettre beaucoup. Pak choy. Et je sais pas, bled aussi c'est bon. Moi, j'utilise beaucoup bled. Et champignons aussi, c'est beaucoup de bouillon. Ça aide beaucoup de bouillon plus. Donc, cuit ensemble avec les nouilles, des champignons. Et oui, on égoutte ensemble avec les nouilles et champignons. C'est quoi? Par exemple, surtout dans ma ville natale, c'est au nord du Japon, donc il y a beaucoup de fruits de mer. Donc ça aide beaucoup de bouillon fruits de mer aussi, on utilise beaucoup. Et surtout
Squid était boulot. Boulot, c'est coquillage. Ramen boulot est très très bon. Très 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 bon. Voilà, maintenant j'attends vos recettes créatives de nouilles instantanées et vos films en respectant bien les critères du projet 2LDK qui sont parfaits pour ce confinement. Et si jamais vous êtes au Japon et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le musée dédié spécialement aux nouilles instantanées à Yokohama. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien et que si jamais vous êtes confinés à plusieurs, j'espère que ça se passe mieux pour vous que pour Lana et Nozomi. Un grand merci à Sébastien Lecoq, Gwen Pulia et Mitsu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec une petite musique du film.